Question première, le livre par lequel vous vous êtes fait connaître il y a quelques années déjà, La France orange mécanique, décrivait, certains avaient présenté ça comme une forme de compilation de faits divers, c'était la formule, décrivant une France ensauvagée, au-delà, donc pas un simple sentiment d'insécurité, mais une France ensauvagée. Et vous nous disiez finalement, vous me dites si j'ai bien compris, ce ne sont pas des faits divers, il faut penser ces faits ensemble et à travers cela, une société nouvelle se dessine. Est-ce que depuis la France orange mécanique, la situation s'est accélérée? Oui, je pensais en 2012, quand j'ai écrit ce livre, qu'on était à un palier, parce qu'on avait atteint le record des violences aux personnes, des coups et blessures, des violences sexuelles, d'un certain nombre de faits très significatifs. Les homicides aussi remontaient à ce moment-là. Et aujourd'hui, après le mandat Macron, force est de constater qu'on pouvait encore faire pire, puisque aujourd'hui, on a atteint un nouveau record en matière de coups et blessures, un record historique et absolu. De même, donc ce gouvernement détient depuis peu de temps le record historique et absolu des violences sexuelles. Et ça, ce sont les chiffres, pour le coup, du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire ce ne sont pas des études sociologiques, ce sont les propres chiffres, les faits constatés, police, gendarmerie. Et le taux d'homicide également a atteint son record depuis les attentats de 2016. Donc il y a une hausse forte des courbes ces derniers mois. Une hausse très forte des incarcérations également, puisque avec la crise du Covid, plus de 10 000 prisonniers avaient été mis dehors en quelque sorte pour faire de la place. Et non seulement ils sont revenus, mais on en a pris beaucoup d'autres. On atteint le record aujourd'hui du nombre d'incarcérations en France. Alors, vous dites sous ce gouvernement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous répondre que c'est une dynamique d'ensauvagement qui est devenue indépendante des pouvoirs publics, c'est-à-dire le tout est lancé, et aujourd'hui, les pouvoirs publics disent on peut d'emprise sur cela, même s'ils souhaitent restaurer l'ordre? Oui, très franchement, la dynamique, elle est là, et qu'on inverse les deux derniers mandats, qu'on mette François Hollande aujourd'hui ou Macron hier, ce serait à peu près la même chose. La réponse politique est quasiment inexistante, on fait de la communication, on condamne avec fermeté, on se rend sur place, mais en attendant, les faits sont toujours là, la réponse judiciaire est toujours aussi peu appuyée, je le constatais déjà à l'époque. Aujourd'hui, il faut ajouter quand même ce nombre incroyable d'irréguliers qui sont présents sur notre sol et qui sont plus ou moins recensés et qui ne sont quasiment jamais expulsés malgré des actes délictueux, criminels, en série. Et enfin ça, ce problème se renforce évidemment année après année avec l'arrivée de nouveaux irréguliers. Alors, vous parlez des irréguliers, un des thèmes depuis le sordide assassinat de la petite Lola, un des thèmes c'est la question des OQTF, c'est-à-dire la part et pas seulement des OQTF, plus largement la part de l'immigration dans la délinquance, pas toujours dans sa forme extrême évidemment comme on l'a vu avec Lola, mais une délinquance plus large, un continuum de violence. Est-ce que Gérald Darmanin lui-même a reconnu cette réalité et Emmanuel Macron l'a fait, disons, à moitié? Est-ce que c'est une reconnaissance bienvenue ou pour vous il s'agit d'une reconnaissance pour finalement se détourner du problème après l'avoir reconnu pour ne plus avoir à en parler ensuite? C'est une demi-reconnaissance, on va dire, parce que je note que Darmanin ne parle que des étrangers, de la criminalité des étrangers. Or, moi, je parlais de la criminalité des individus issus de l'immigration. C'est-à-dire pas seulement les personnes de nationalité étrangère, mais ceux qui sont directement descendants d'immigrés, qui sont nés en France, qui sont français, mais donc qui ont eu un historique migratoire récent. Et quand on additionne ces deux populations, on arrive à peu près 2/3 des crimes et délits sur notre sol qui sont commis par ces individus, par des individus issus de l'immigration. Ça ne veut pas dire que les immigrés ou les descendants d'immigrés sont majoritairement des délinquants et des criminels, non. Mais ça veut dire que la criminalité et la délinquance est majoritairement le fait d'individus issus de l'immigration. Et ça, on va vous dire les statistiques ethniques sont interdites, etc. On ne va pas parler de ça, on va rester sur la petite minorité des étrangers criminogènes, et c'est tout. Donc c'est une reconnaissance qui, moi, ne me convient pas, puisqu'elle ne va pas au fond des choses. Alors, il y a un vocabulaire de l'insécurité. Ensuite, je passerai la parole à Arthur de Vatrigan. Il y a un vocabulaire de l'insécurité. On va parler, par exemple, plutôt que de dire poignard égorgé, on va dire des coups de couteau à la gorge. Mmh. On va quelquefois parler des jeunes dans les quartiers. Il y a toute une espèce de vocabulaire ainsi qu'on peine à identifier quelquefois. Est-ce que, pour vous, le vocabulaire de l'insécurité, tel qu'utilisé dans les médias, fait partie du problème? Ou finalement, est-ce que le commun des mortels a appris à déchiffrer ce qu'on lui disait sans lui dire? Malheureusement, il y a une habitude qui est un peu tragique à ça, c'est-à-dire que quand vous avez dans un pays comme le nôtre 220 agressions sexuelles par jour, 220 violences sexuelles recensées, 900 coups et blessures,
il y en a tellement, en fait, ce sont des lignes dans les journaux, et on a tendance à dissocier ces termes faits divers de la réalité des faits, de l'impact que ça a derrière sur des citoyens innocents qui n'ont rien demandé. Et oui, donc j'ai toujours trouvé que les termes étaient un énorme problème et une manière souvent de jeter un voile pudique sur des réalités qui étaient gravissimes. Mais diriez-vous que le commun des mortels, lorsqu'il entend ces termes, une forme de logiciel traducteur dans sa tête, ou finalement l'effet de voile fonctionne? Oui, quand on dit un jeune, tout le monde sait exactement de qui on parle. Ça, c'est très clair. Parce que ça ne trompe plus personne. Les médias le font par habitude, par une sorte de conformisme et de lâcheté. Mais non, les Français voient les choses. D'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Pour eux, la situation est très claire. Mais ils voient aussi surtout qu'il y a ce refus, ce blocage du système médiatique et politique à grande échelle de prendre en considération ces réalités, d'y faire face et d'apporter des réponses. Arthur de Vatrigan. Alors, dans votre tome 1 de Guérilla, vous mettez en scène des banlieues qui s'embrasent et la suite de ça, un État qui s'effondre. Le tome 2, c'était la mise en scène de ce pays sans État. Et le tome 3, sans dévoiler, parce que voilà, on va laisser un peu de suspense, il y a quand même un État qui revient, mais qui est encore finalement pire qu'avant. Quel est pour vous le rôle justement de cet État et pourquoi vous vous méfiez tant de l'État? Alors, les reproches qu'on peut faire, c'est l'État ne fait pas son travail, l'État n'est pas assez présent. Et vous, au contraire, vous dites, ouais, mais méfiance, parce que finalement, l'État a un double jeu. Voilà, moi j'ai constaté que l'État, ce qui légitime son existence, c'est le régalien, c'est-à-dire la sécurité, la protection des frontières. Et quand on constate qu'il a failli avec constance dans ces deux missions primordiales depuis plusieurs décennies, vraiment avec... c'est-à-dire, avec malgré des sommes considérables investies, des budgets qui ne cessent d'augmenter, des crédits toujours plus importants, des lois sans cesse. Là, on va annoncer un projet de loi sur l'immigration. Moi, j'en ai vu passer des dizaines de projets de loi sur l'immigration. On voit se succéder les ministres, les gouvernements, les déclarations, le menton levé, etc. Vous allez voir ce qu'on va faire. Et absolument rien ne se passe. On se dit soit cet État est impuissant et n'est pas la solution, soit il ne veut pas l'être. Et comme il a le monopole de notre sécurité, évidemment, on est en droit de se poser la question. Tout citoyen peut demander des comptes à son administration. C'est ce que j'ai fait, moi, avec mes livres, en disant, très bien, mais quelle est la solution alternative? Si vous ne faites rien, que peut-on faire, nous, face à ça? On est prisonnier de cette incompétence manifeste, et c'est extrêmement problématique. Alors, vous nous dites « ne veut pas » ou « ne peut pas ». Parce que on suppose, à tout le monde, on peut supposer que les différentes figures politiques ne souhaitent pas voir la société s'ensauvager, ne souhaitent pas voir l'insécurité augmenter. Donc, et lorsqu'ils disent on va envoyer des policiers, des forces de l'ordre, on peut supposer qu'ils souhaiteraient que ça soit efficace. Donc vous dites ne veut pas ou ne peut pas. Et si c'est ne veut pas, pourquoi? Et si c'est ne peut pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je pense que la volonté, aujourd'hui, la politique c'est de la communication. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de prendre un fait et de le retourner à l'avantage du pouvoir en place, de la doctrine médiatique dominante, que d'essayer d'empêcher des faits. Ça, c'est compliqué. Ça demande des moyens, du renseignement, des investissements. Et la politique, malheureusement, ce qui intéresse les personnes qui font un mandat aujourd'hui, c'est d'être reconduites, de donner une image valorisante de ce qu'ils font. Donc, ils vont avant tout se concentrer sur la façon d'enrober leur bilan, de dissimuler ce qui ne va pas. Par exemple, l'Observatoire de la délinquance, qui était un outil très précieux pour mesurer justement la part immergés de l'insécurité, c'est-à-dire les gens qui ne portent pas plainte, qui sont très nombreux, les victimes en France qui ne portent pas plainte, puisqu'elles savent très bien que leur plainte aboutira à pas grand-chose. On avait un outil incroyable pour quantifier la réalité de l'insécurité, et Édouard Philippe a choisi de le dissoudre parce que ce thermomètre était extrêmement gênant. Et malgré cela, même les chiffres officiels montrent que rien ne va. Alors, ça, c'est ne veut pas, à tout le moins, on fait de la communication plutôt que de la politique. Oui. Néanmoins, les forces de l'ordre sont là, les montants sont investis pour entretenir un appareil de sécurité. Donc, qu'est-ce qui fait que lorsque tout ça est déployé sur le terrain, ça ne fonctionne pas? Alors, les forces de l'ordre font leur boulot du mieux qu'elles le peuvent. Mais le problème, c'est qu'ils vont aller dans un commissariat de quartier, vous verrez, on va vous dresser la liste des types qui sont interpellés dans la nuit, qui le seront dans la nuit prochaine et dans la nuit d'après. On les connaît, ils sont archi connus, archi récidivistes, endurcis. Les OQTF, c'est la même chose, on sait qui sont ces gens. Mais derrière, il n'y a aucune réponse administrative et judiciaire concrète face à ça. Moi, je vois dans les audiences des types qui sont condamnés pour la 40e fois, la 50e fois, la 60e fois. Pour des délits graves, des violences aux personnes, etc. Donc au bout d'un moment, on se dit,
pourquoi la justice donne-t-elle à ces gens une 40e chance, une 50e, une 60e? C'est que peut-être à un moment, il faudrait que les frais s'arrêtent. Puisque si on ne condamne pas ces criminels, on condamne les innocents à croiser leur route. Et là, c'est une faillite majeure de l'État. Alors, dans votre esprit, on sent que l'État n'est peut-être pas la solution dans les circonstances, mais est presque devenu le problème. Est-ce que je décris correctement votre diagnostic? Oui, parce qu'il donne cette illusion qu'il va faire. D'ailleurs, il suffit de voir n'importe quel discours de Darmanin aujourd'hui. Un discours de fermeté qui se veut rassurant, que les Français aiment bien. Les Français ont toujours adoré cette image du ministère de l'Intérieur comme ça, qui est dur, qui dit on va réagir avec fermeté, les auteurs seront durement punis. Mais non, c'est pas lui qui va condamner, c'est pas lui qui va faire la justice. Lui, il est là pour tenir ce rôle de super flic, de père fouettard. Mais la réalité, c'est que la loi aujourd'hui en France n'est plus appliquée comme le prévoit le code pénal. Ça, c'est très clair. Si vous allez dans une audience avec votre code pénal, vous verrez que jamais les réquisitions du parquet, moins encore évidemment les condamnations prononcées, correspondent avec la réalité du code pénal. Et évidemment, je ne parle même pas des peines appliquées, parce que tout a été fait ces dernières années pour casser le système d'enfermement. En France, aujourd'hui, maintenant, on aménage les peines. Vous pouvez faire de la prison ferme de chez vous avec un bracelet, simplement en pointant au commissariat, sous contrôle judiciaire, c'est considéré comme une peine de prison ferme, mais vous ne mettez pas les pieds en prison. Et malheureusement, comme on a voulu casser ce système, eh bien, on livre la population à des types qui sont réellement des prédateurs et qui n'ont absolument rien de commun avec le reste de la population. Alors, quand on vous lit, on entend parler de guérilla, de possible effondrement, donc d'un monde qui pourrait basculer. Alors, la question que j'aimerais vous poser est toute simple. Est-ce que l'effondrement dont vous parlez, que vous redoutez assurément, est-ce qu'il est à venir ou est-ce que nous y sommes déjà finalement? Est-ce qu'il est commencé à bas bruit? Donc, est-ce que l'effondrement que vous redoutez, que vous annoncez, nous y sommes ou nous y serons? Pour moi, on est déjà quasiment dedans, en fait. Le quasiment compte ici? On a un pied et 4 orteils, je dirais, dans cette réalité qui est parallèle, parce que elle est médiatiquement écartée, pudiquement écartée de la représentation qu'elle mériterait. Mais elle est là au quotidien. Je faisais des signatures hier, j'ai eu beaucoup de policiers qui sont venus me voir et qui m'ont dit à quel point, enfin ils me le disent depuis des années et des années, à quel point c'est intenable. Leur quotidien est un enfer. Ils se font insulter du matin au soir, il n'y a plus aucun respect de la police parce qu'il y a un sentiment d'impunité de ces criminels endurcis qui est vraiment complet. Et ce que constatent les policiers, ces noyaux criminogènes sont tellement éloignés des principes de civilisation basiques qu'il paraît impossible de réconcilier ces deux mondes. Et que donc, malheureusement, les seules solutions, d'après ces policiers, sont des solutions de fermeté, de mise à l'écart de la société pour éviter des dégâts, parce qu'on en est là, on n'en est plus à trouver des techniques de prévention. On est plutôt, c'est un jeu de massacre et on essaie d'éponger les dégâts aujourd'hui. Alors, il y a deux alternatives possibles dans votre scénario, disons ça comme ça. Soit la figure du chaos, c'est-à-dire une forme de décomposition avec un encadrement, une supervision administrative minimale, donc la figure du chaos, ou l'établissement local de nouvelles souverainetés qui ne disent pas leur nom. Des territoires qui soit sont soumis à la loi des caïds, soit à des gangs, soit de l'islam radical. Donc, est-ce que, d'après vous, les deux scénarios sont tout autant possibles ou est-ce que l'un conduit à l'autre? On constate déjà que c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Dans certaines cités, ceux qui vont se faire justice, on l'a vu récemment à Nantes par exemple, ceux qui vont trouver les coupables, ceux qui vont mener leurs enquêtes, ceux qui vont appliquer une sanction, et pour le coup qui sera évidemment barbare et criminelle, eh bien ce sont les habitants de ces cités. Aujourd'hui, ce sont eux qui font la loi dans certains ensembles.